Nous avons toujours eu des bonnes relations. Le président Poutine et moi-même avons toujours eu de bonnes relations. C'est pourquoi il est si triste que cette guerre ait eu lieu. Ce ne serait jamais arrivé si j'avais été président. C'est tellement triste de voir ce qu'il s'est passé. Il y a tant de morts. D'ailleurs, tant de villes sont démolies là-bas. Vous parliez de Gaza, eh bien regardez l'Ukraine. Tant de ces villes sont aussi des sites de démolition, démolis. C'est tellement triste. Cela n'aurait jamais dû arriver. Tous ces beaux dômes dorés, mais surtout toutes ces belles personnes sont mortes. Et cela n'aurait jamais dû arriver. Et nous rejoignent sur ce plateau Mariana Perez-Benessiuk. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Merci à vous, merci à Emmanuel Devilliers. Bonsoir. Bonsoir. Et merci au colonel Michel Goya. Bonsoir colonel. Bonsoir Darius. Première réaction peut-être vous, voix ukrainienne, Mariana Perez-Benessiuk, quand vous entendez ces déclarations et aussi et surtout le ton. On va lire ne serait-ce que le début du message de Vladimir Poutine ce soir, quand il parle de cet échange long, productif avec le président russe Poutine. Il disait avoir discuté de tous les sujets. L'Ukraine d'abord. Il salue, il rappelle les sacrifices de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il parle aussi et surtout d'invitation mutuelle, c'est-à-dire Poutine à Washington et Trump à Moscou. Oui, non, mais pour l'instant, l'information que nous possédons, c'est qu'il est question de visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Là, cette invitation qui a été évoquée apparemment lors de la conversation téléphonique, elle est quand même beaucoup plus hypothétique. Mais ce qu'on peut dire, en fait, si on compare, si on met un miroir tous les communiqués de presse, que ce soit le président Trump concernant les deux conversations, que ce soit le communiqué du président Zelensky ou de Vladimir Poutine, on a l'impression que tout le monde se félicite. On a surtout l'impression que tout le monde se parlait des sujets de prédilection et que Trump, il a tout simplement parlé des sujets qui plaisent à Vladimir Poutine avec Vladimir Poutine et des sujets qui plaisent à Volodymyr Zelensky avec Volodymyr Zelensky. Assez rassuré en fait. Pardon ? On vous sent assez rassuré. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Enfin, jusqu'à présent, ce que nous avions, ce sont des paroles. Là, c'est peut-être le début des actes. Oui, parce que les conversations ont déjà eu lieu. Pour l'instant, c'est peu de choses, hein. Vous voyez ? Il y a beaucoup de voix ukrainiennes très positives sur Donald Trump. Je rappelle Oksana Menichuk, par exemple, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, qui a dit sur notre plateau à quel point beaucoup d'Ukrainiens aiment bien Trump, espèrent en Trump. C'est votre cas aussi ? Non, il faut se rappeler que les Ukrainiens ont pratiqué plusieurs présidents américains, dont déjà Donald Trump, et que surtout les Ukrainiens sont dans une guerre pour leur survie, pour la survie de leur État, pour la survie de leur nation, pour la survie également même de leurs proches sous l'occupation. Donc en fait, pour les Ukrainiens, que ce soit le président Biden, que ce soit le président Trump ou tout autre président, les Ukrainiens ont leur propre programme, et ils sont prêts, comme on a vu avec l'attitude du président Zelensky, les Ukrainiens sont prêts à aller chercher le soutien de n'importe quel président américain. Emmanuel Devilliers, vous êtes très en soutien toujours de Trump et de Musk. J'imagine que cette avancée faite par Trump vous satisfait. Il n'y a pas lieu d'être surpris, les choses se mettent en place. Il faut un cessez-le-feu au plus vite, c'est la première chose, et ensuite un plan de paix. Le cessez-le-feu peut être relativement rapide, par exemple horizon avril-mai. Le plan de paix sera plus long et surtout la garantie du plan de paix sera très difficile. L'âge moyen du combattant ukrainien actuellement est supérieur à 45 ans. Il faut arrêter cette guerre. Il n'y avait pas de solution militaire à cette guerre depuis le début. Certaines voix très rares l'avaient dit. Maintenant, j'observe que les gens changent un peu d'avis. J'entendais l'ambassadeur Haro. Le discours n'est plus du tout le même. Et il faut arrêter cette guerre qui n'a pas d'issue militaire et qui est un drame absolu. Alors, est-ce qu'il y a une issue militaire ou non ? Est-ce que les Ukrainiens continueront à se battre ? Non, je vous donne tout de suite la parole, mais écoutez ce que disent les États-Unis, puisque les États-Unis dévoilent leurs cartes. Et selon les États-Unis, contrairement à ce que longtemps ont dit les Ukrainiens, et j'imagine toujours, selon Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, il n'est pas possible actuellement de reconquérir le Donbass et la Crimée. Écoutez-le. Nous ne mettrons fin à cette guerre dévastatrice et n'établirons une paix durable qu'en associant la force des Alliés à une évaluation réaliste du champ de bataille. Nous voulons, comme vous, une Ukraine souveraine et prospère. Mais nous devons commencer par reconnaître que revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014 est un objectif irréaliste.
Poursuivre cet objectif illusoire ne fera que prolonger la guerre et causer davantage de souffrance. Voilà. Pourquoi les Américains disent-ils ça maintenant? Ils disent qu'il est illusoire de vouloir reconquérir le Donbass et la Crimée. Ils l'ont toujours dit, en fait. Ils l'ont toujours dit, globalement. Général Millet, c'était fin 2022, disait sensiblement la même chose. Dans cette guerre qui ressemble à un combat de boxe sans limite de temps, où on ne peut vaincre que par KO ou par jet de l'éponge d'un des deux camps, les Américains en particulier, et le reste aussi, l'ont donné les moyens, ne voulaient surtout pas d'un KO de la Russie. Et donc, il parle là de négociation. Oui, non, mais bien sûr. C'est ça la grande différence. Là, on entre dans une négociation. Je rappelle que souvent les Ukrainiens ont rappelé, c'est le cas notamment sur notre plateau d'Alapoïdi, que négocier c'est du pétainisme, que c'est de la lâcheté. Pourquoi maintenant les Américains disent-ils ça? Attendez, quand on parle qu'il n'y a pas d'issue militaire, il faut se rappeler que le début déjà de la guerre, l'invasion militaire, la solution militaire, elle a été actée par les Russes. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi exactement on lit ce message comme étant adressé aux Ukrainiens surtout, et pas aux Russes. Aux Russes aussi. Parce qu'il faut se rappeler une chose, et là, c'est vraiment une sorte de différence. Rappelons-nous de tweets de Donald Trump à l'occasion de changement de régime politique en Syrie, où Donald Trump, en fait, il a rebondi sur les Russes qui ont dû évacuer leur base militaire. Et en fait, de manière absolument extensive, il a dit, voyez, les Russes, ils n'ont rien à gagner, c'est parce qu'ils ont perdu énormément d'hommes en Ukraine et que cette guerre doit cesser. Donc, en fait, si on regarde les opinions de Donald Trump, c'est probablement les Russes qui ont énormément de pertes d'hommes. Donc quand il parle de perte d'hommes qu'il faut arrêter, s'il le faut, il s'adresse à la Russie surtout. Vous avez raison, Marianne a raison. Pourquoi ne pas continuer le combat? Pourquoi les Ukrainiens ne continueraient-ils pas le combat? C'est possible. En réalité, il y a deux options. Oui, mais attendez, pourquoi le président Zelensky parle de négocier? Il n'y a aucune raison de négocier. Il devrait continuer le combat. Mais ça dépend. Les deux pays sont à bout de souffle pour des raisons sensiblement différentes. Mais cette guerre est un drame. On est dans la 4e année, l'ambassadeur Haro l'a dit, d'une nouvelle guerre 14-18. Non, les deux pays sont à bout de souffle. Évidemment que la guerre peut se poursuivre comme en 14-18 jusqu'au dernier Allemand et au dernier Français. Enfin, soyons sérieux. Non, je ne suis pas d'accord. Militairement, l'Ukraine peut gagner cette guerre. Mais plus avec le désengagement américain. Non, mais voilà. Le vrai paramètre, c'est ça. C'est-à-dire, préciser, sans les Américains, les Ukrainiens et les Européens ne peuvent pas vaincre. On est incontestablement sur un bras de fer. Et les choses sérieuses, enfin les choses les plus importantes, il y a le front qui est visible. Et le front, globalement, il ne bouge pas beaucoup. En revanche, tout ce qui se passe de manière invisible, derrière, c'est ça que les choses les plus importantes se passent. Et là, ce que constate, c'est que effectivement, il y a cette année 2025, c'est une année où les deux adversaires sont épuisés, mais il y a toujours peut-être l'espoir que les Russes sont plus épuisés et s'usent plus dans ce conflit. Je termine. Qui s'usent plus que les Ukrainiens. Il y a des signes. Leur offensive s'arrête en ce moment. Ils ralentissent. Ils ont des pertes considérables. La réalité, c'est l'inverse. Je termine. Et donc, il y a cette possibilité, cette vision, cette théorie de la victoire, disant, écoutez, si on continue, 2025, là, ils sont en train d'épuiser leur stock d'équipements. 2025, peut-être qu'effectivement, on peut, si on continue le combat au même rythme, on peut peut-être, fin 2025, obtenir un changement de rapport de force et peut-être obtenir quelque chose. Ça, c'est une option. Mais cette option, elle dépend évidemment aussi beaucoup du soutien extérieur, elle dépend beaucoup de l'aide américaine. Si cette aide ne vient pas, il n'y a pas d'autre solution que plan B, de limiter les dégâts et de passer à autre chose, et puis peut-être plus tard... Mais alors précisez bien, ça veut dire que si les Américains cessent leur aide, il faut négocier? 80% de l'équipement militaire ukrainien est importé pour l'instant. Ça diminue, ils sont en train de monter en puissance eux-mêmes, et sur ces 80%, vous avez 50% qui vient des États-Unis. Voilà. Donc le centre de gravité. Pourquoi les Européens ne prendraient pas, eux, les 50% restants? Il ne faut pas les sous-estimer. Pas les sous-estimer, mais les moyens sont limités, mais ce n'est pas complètement impossible. Marianne Perez-Bensouk, est-ce que vous espérez que la guerre continue, que les Européens et les Ukrainiens disent, même sans les États-Unis, nous, on défend notre territoire national coûte que coûte? Ne travestissons pas les choses. C'est l'Ukraine qui a été attaquée, envahie. Justement. L'Ukraine appelée
à ce que cette guerre, cette invasion n'ait pas lieu. Le président Zelensky, il s'adressait même aux Russes la nuit de l'invasion en les appelant à ne pas le faire. L'Ukraine n'a jamais été opposée à une solution diplomatique. Au contraire, parce que c'est dans l'intérêt des Ukrainiens de ne pas mourir. Si on libère les territoires. Si on libère les territoires. Donc déjà, la question, c'est de quoi on parle, de quoi on va parler. Et pour l'instant, soyons clairs, même alors, aujourd'hui, dans son communiqué de presse, Vladimir Poutine, il a un tout petit peu avancé ses cartes. Pour dire que, avec le président Trump, ils ont parlé de négociations possibles, mais pour ça, il faut d'abord liquider les raisons de l'invasion. Je vous rappelle qu'il y a eu ce document qui a été divulgué, publié par le ministère des Affaires étrangères 2 jours, il me semble, avant l'invasion, où la Russie donnait ses raisons de la future invasion, à savoir la militarisation, attention, de l'Europe centrale. Et donc, pour la Russie, déjà, pour commencer les négociations, apparemment, il faut démilitariser les pays baltes. Et que les pays baltes sortent de l'OTAN. Donc déjà, on va voir à quel point c'est réalisable ou non. Vous voyez, l'Ukraine n'a pas de desiderata extravagant de ce genre. Mais pardon, précisez bien votre position. Est-ce que vous imaginez une seconde négociation avant que la Crimée et le Donbass, c'est le droit international, soient libérés? Mais il peut y avoir des négociations sur la libération de ce territoire, ou moins en partie. Mais on arrête des combats avant que... Pour l'instant, nous n'avons pas. Vous avez remarqué que le plan de paix de Donald Trump, qui devait être mis en exécution durant les 24 heures et devait porter ses fruits, n'a jamais été divulgué pour l'instant. Donc, nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement. Donc, il me semble que, surtout suite à la conférence de Munich, on verra peut-être, éventuellement, plus clairement, dans des jours et dans des semaines à venir. Oui, mais madame, pour revenir aux fondamentaux, et je reprends le propos du colonel, il n'y a pas de solution militaire dans cette guerre sur le terrain, si ce n'est un léger avantage dans les situations actuelles, à la Russie, déjà. Alors, avec le désengagement américain, la guerre ne peut pas se poursuivre à la faveur de l'Ukraine. Et de toute façon, la logique est maintenant à la paix. Il y a trop de malheurs pour pouvoir continuer encore. J'ai juste une question à poser. Pourquoi on table tous sur le désengagement américain ? Parce qu'il est déjà en filigrane. Comment pouvez-vous contester ça ? Parce que, là, encore une fois, on a peu de choses à analyser jusqu'à présent, on n'a que des paroles. Mais si on prend les paroles, qu'est-ce qui a été dit ? C'est que, éventuellement, il n'y aura plus d'aide à l'Ukraine sans contrepartie, mais apparemment, le terrain d'entente pour la contrepartie et donc la poursuite d'aide militaire a été trouvé. Et deuxièmement, il n'y a pas eu de menaces que contre l'Ukraine, mais il y a eu surtout les menaces contre la Russie pour augmenter les sanctions. Et c'est là où on revient vers ce qu'on a dit, la Première Guerre mondiale. Parce que, je ne comprends pas pourquoi vous dites que jusqu'au dernier homme, non, la Première Guerre mondiale, elle ne s'est pas arrêtée avec la mort du dernier Français ou du dernier Allemand. Mais elle s'est arrêtée avec l'effondrement économique en Autriche et en Allemagne. Et donc, en effet, c'est de ce point de vue où je rejoins Michel, que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie ressemble à la Première Guerre mondiale, parce que c'est une guerre qui dure déjà très longtemps, Mais pardon, qui est extrêmement... Les Français se sont battus jusqu'à ce que tout leur territoire national soit libéré. Ça a été une des conséquences de l'effondrement allemand. Enfin, c'est le but. Oui, avoir le territoire libéré. On a commencé par faire s'effondrer l'armée allemande, et après, effectivement... à la faveur des combats, voilà, pas à la faveur d'une négociation. C'est les combats qui ont mené à ça. Par la force, oui, donc, mais c'est une guerre d'épuisement, y compris d'épuisement de morale, d'épuisement économique, et ainsi de suite. Et là, de ce côté-là, Donald Trump, au moins il l'a annoncé, que si jamais son plan ne marche pas, s'il n'est pas accepté, il y aura des représailles de cet ordre-là contre la Russie, auquel cas l'Ukraine, elle peut en effet gagner, même militairement, parce qu'on peut voir qu'aujourd'hui, la Russie, depuis plusieurs années déjà, la Russie cherche des ressources absolument partout, y compris des soldats nord-coréens, les armes nord-coréennes, et ainsi de suite, et pour l'instant, il n'y a pas
de résultats absolument probants du côté russe. Et vous avez raison de le rappeler. Écoutez les Américains ce soir qui disent effectivement qu'eux donneront beaucoup moins, mais les Européens pourront, dit-il, donner davantage. Ce qui est irréaliste. Ah, on verra, on va en discuter. Écoutez la version américaine d'abord qui dit d'abord les armes, notamment létales et non létales, maintenant ce sera beaucoup plus aux Européens de les donner. Pour être clair, dans le cadre de toute garantie de sécurité, il n'y aura pas de troupes américaines déployées en Ukraine. La sécurité européenne doit être une priorité pour les membres européens de l'OTAN. Dans ce cadre, l'Europe doit fournir la part prépondérante de l'aide létale et non létale à l'Ukraine dans le futur. Les membres de ce groupe doivent répondre à l'appel du moment. Voilà, l'Europe devra fournir la part prépondérante de l'arme, de l'aide militaire, létale et non létale. Là, il y a une demande d'effort aux Européens de la part des Américains. Sans être vulgaire, il renvoie à la patate chaude. Mais les Européens n'ont pas les moyens militaires, n'ont pas le complexe militaro-industriel pour remplacer les Américains, n'ont pas la volonté démocratique, parce qu'à un moment donné, les peuples vont quand même être consultés. Parce que là, c'est des chefs d'État qui se réunissent comme ça sur des moquettes. Mais à un moment donné, les peuples ne sont pas d'accord pour se ruiner dans une guerre sans issue militaire. Par contre, les Européens vont avoir de grosses difficultés à concrétiser l'aide du plan de paix sur le terrain, où là, ils vont être sollicités de manière grandissime. Parce que, je repasse la parole au colonel, les experts militaires, mais ceux qui disent la vérité, pas ceux qui se complaisent dans des illusions, il paraît que c'est 200 000 militaires qu'il faut pour sécuriser le plan de paix. Ce sont des effectifs considérables. Et là, les Européens auront tout à réaliser par eux-mêmes. Les Américains ne mettront pas de troupes au sol. Alors, colonel Goya, combien de soldats, effectivement, pour sécuriser la ligne ? D'abord, oui, il faut bien rappeler que Pete Hegseth parle du futur. Là, il parle de la situation après un cessez-le-feu. Et donc, lui, il dit très concrètement, les États-Unis se désengagent de l'Ukraine, ont la volonté de se désengager de l'Ukraine et peut-être un peu largement de l'Europe. C'est plus leur front principal, c'est plus leur préoccupation majeure et dans tous les cas, certainement plus l'Ukraine. Donc, il dit, c'est une affaire européenne, donc c'est aux Européens de s'en occuper. Ensuite, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il dit, dans le cadre de futur accord de paix ou de cessez-le-feu, il faut des garanties. Et donc, des garanties par la présence de troupes. D'accord. Mais en réalité, c'est même pas le nombre qui est important. 200 000, non, c'est complètement irréaliste. En réalité, personne... Non, mais attendez. Ce sont des spécialistes qui m'ont dit ça. Non, mais... croyez-le bien. Non, mais de toute façon, 200 000, personne ne peut déployer 200 000. Voilà, mais il y a un problème. Non, mais c'est ce que disait Volodymyr Zelensky. Oui, le président Zelensky, on peut quand même faire confiance. Lui disait 200 000. Oui, il connaît son État. Maximum déployable dans une grande opération de ce type, ce serait aux alentours de 50 000, ce qui est déjà suffisant. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi faire ? Quelle est la mission ? S'il s'agit d'une force pourquoi on déplacerait des forces en Ukraine ? Voilà. Alors, du côté américain, il y a quand même cette idée que ce serait pour garantir la paix. Mais du côté ukrainien, on dit non, ce serait pour garantir notre sécurité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Dans le premier cas, il y aurait peut-être mise en place d'une force internationale de type FINUC, qui s'appellerait FINUC en Ukraine, mais qui en fait serait une force complètement inutile. C'est une force symbolique qui ne sert à rien, comme la FINUC ne sert à rien au sud Liban. Ça, à la limite, ça pourrait satisfaire la Russie, dire ok, de toute façon, ça ne nous empêchera en rien de faire ce qu'on veut, mais ça ne va pas satisfaire l'Ukraine. En revanche, s'il s'agit vraiment de défendre l'Ukraine, en fait, ça s'appelle une alliance militaire. À partir du moment où vous déployez des unités, alors Pete Hegseth dit, ce ne sera pas dans le cadre OTAN, ils ne seront pas couverts par l'article 5. Mais si vous envoyez des unités de combat françaises, britanniques ou canadiennes sur le front, ce sera pour combattre. Et dans ce cas-là, c'est pour combattre éventuellement une pénétration russe. Dans ce cas-là, c'est une alliance, ça s'appelle une alliance militaire. Ça sera pour garantir le plan de paix. Et bien évidemment, la Russie n'acceptera jamais un tel déploiement. Donc en fait, ces spéculations sur cette force n'ont en réalité pas grand intérêt. Est-ce qu'on peut négocier avec Vladimir Poutine ? Rappelons-le, il est sous le coup d'un mandat de la Cour pénale internationale. Sur notre antenne, Kaya Kallas, la représentante européenne, disait non, s'il met un pied en Europe, il doit être arrêté. Il ne vient pas pour être négocié, il vient pour être... Excusez-moi, mais est-ce que vous voyez des signes qu'il veut négocier ? Mais s'il le voulait, est-ce que vous seriez prête ? S'il le voulait, s'il le voulait, tout le monde peut discuter avec tout le monde. Mais s'il va à Washington, il y aura sans doute une forme de discussion avec le président Trump, j'imagine. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore fixé. Pour l'instant, on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'était merveilleux. C'est comme si on avait regardé un documentaire et on s'est dit... mais la négociation, elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu, vous ne pouvez pas le contester. Non, pour l'instant, tout le monde le souhaite. Donc évidemment qu'au début, personne ne le demande pour s'affaiblir, mais c'est comme dire que si jamais, par exemple, il y a une commission parlementaire,
qu'il y aura un changement dans la société, les lois qui seront adoptées. Enfin, non, c'est un vœu pour l'instant. Et là, c'est vraiment quelque chose qui préfigure les choses. Et on verra comment ça se passe. Ni vous, ni moi n'avons de boule en cristal. Ce que je voulais dire, par contre, c'est que là, je pense que nous gaspillons notre temps à commenter réellement les propos du membre, enfin, aussi haut placé soit-il, de l'administration américaine, dans le sens où on a déjà vu nombreuses preuves que Trump a l'habitude de prendre les décisions lui-même et en se basant uniquement sur lui-même. Par ailleurs, on a vu que même sur Gaza, il est démenti systématiquement par les membres de son administration et après il revient et dit non, je voulais dire exactement ça.